Mathieu, bonsoir. À la une de cette édition, les négociations Russie-États-Unis qui avancent en vue de la préparation du sommet Trump-Poutine de Budapest, tandis que les Européens sont laissés de côté. Nous reviendrons ensuite sur le chaos ferroviaire français, des milliers de kilomètres de lignes supprimées en une décennie et des perspectives moroses. Et enfin, retour sur le copinage républicain avec Najat Vallaud-Belkacem, nommée à la Cour des comptes entre compétences douteuses et solidarité clanique socialiste. La date de la rencontre Trump-Poutine à Budapest n'est pas connue, mais en coulisses, les deux parties s'activent pour une négociation mieux ficelée qu'en Alaska. Orban joue les entremetteurs et les dirigeants européens sont évincés. Nicolas de Lamberterie avec Romain Bessonnet. Après le coup d'épée dans l'eau de la rencontre en Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine vont-ils parvenir à un accord à Budapest dans les semaines à venir ? La négociation sera sans doute âpre, étant donné que les parties russes et ukrainiennes vont sans doute devoir faire des concessions douloureuses pour arracher au moins un cessez-le-feu. Les perspectives souvent évoquées dans la presse d'échange de territoires, qui consisteraient à ce que la Russie concède des territoires conquis dans plusieurs oblasts en échange de la cession complète du Donbass, semblent simples sur le papier, mais sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre dans la réalité. La presse annonce d'ailleurs que durant la semaine, Marco Rubio et Sergueï Lavrov, ministres des Affaires étrangères de leurs pays respectifs, auront plusieurs échanges afin de préparer la rencontre Trump-Poutine, dans l'espoir que le rendez-vous de Budapest soit plus productif que celui d'Alaska. Il faut bien garder par ailleurs à l'esprit que pour les Américains, la normalisation des relations commerciales avec la Russie n'est pas nécessairement totalement dépendante de la résolution du conflit ukrainien et que ces deux dossiers peuvent avancer à des vitesses différentes. Or, pour Donald Trump, les relations économiques avec la Russie constituent la cible prioritaire, bien plus que les négociations sur des morceaux de territoire d'oblast ukrainien lointains. Et même si la situation sur la ligne de front n'a quasiment pas évolué depuis la rencontre Trump-Poutine de mi-août 2025, et donc par conséquent les difficultés pour les négociations russo-ukrainiennes, plusieurs indices laissent à penser que les chances de succès des discussions de Budapest seront meilleures. C'est ainsi que le budget prévisionnel 2026 de l'État russe, publié fin 2025, montre un projet de diminuer les dépenses militaires, ce qui laisse entrevoir une préparation côté russe de la fin du conflit militaire avec l'Ukraine et une préparation d'un retour à la paix. C'est en tout cas l'analyse qu'en fait Romain Bessonnet, expert du monde post-soviétique. Ce qui est significatif dans ce document, c'est que les dépenses militaires vont passer donc de 135 milliards d'euros en 2025 à 126 milliards d'euros en 2026. Donc on va baisser les dépenses militaires de 9 milliards d'euros. Ces 9 milliards vont être ventilés vers essentiellement deux domaines. La sécurité intérieure, où le budget va passer de 35 milliards à 44 milliards. Donc c'est le budget de sécurité intérieure qui va prendre la part du lion de ces 9 milliards. Mais aussi, on va augmenter les budgets de la politique sociale, qui vont donc passer de 65 milliards d'euros en 2025 à 71 milliards d'euros en 2026. Ce qui est assez significatif, c'est le fait que la projection budgétaire jusqu'en 2028 prévoit une baisse en pourcentage du budget des dépenses militaires. Elles vont être à 30% du budget en 2026, après avoir connu un record l'an dernier à 31-32%. Elles vont passer à 29% en 2027 et 26% en 2028. Donc on voit que la Russie prévoit une décélération de ses dépenses militaires, une augmentation de ses dépenses en matière de sécurité intérieure, qui est le grand défi de la Russie actuelle. La Russie a des déficits de main-d'œuvre et donc va renforcer sa politique d'immigration en passant donc d'une immigration désordonnée qu'elle avait actuellement, notamment avec les pays d'Asie centrale, vers une immigration choisie qui réclame en fait plus de personnel. Et aussi il y a une demande de sécurité en Russie, étant donné que les salaires extrêmement élevés dans l'armée ont fait déserter les rangs de la police en Russie sur les 2 dernières années. Donc le pouvoir russe en fait souhaite muscler ses forces de sécurité intérieure pour faire face à ces défis sécuritaires, notamment qui sont importants quand vous sortez d'une guerre. On voit que le budget russe il est déjà dans la construction de la paix et donc ça laisse prévoir que les négociations qui vont avoir lieu à Budapest vont être sous le signe
signe d'une volonté de chercher un compromis. Et toutefois, les Russes partent dans ces négociations en position de force, parce qu'il faut rappeler que la Russie n'a pas de dette extérieure, contrairement à l'Ukraine, qui est un État maintenant surendetté. Quant à la prétendue unité européenne, elle est en train de s'effriter, puisque la Bulgarie vient d'annoncer qu'elle était prête à offrir un couloir aérien à l'avion présidentiel russe, pour que ce dernier ne soit pas contraint de contourner toute la Méditerranée. Une proposition certes purement symbolique, mais qui dénote la lassitude ou l'inquiétude d'un nombre grandissant d'États membres de l'Union européenne de faire partie du club des laissés-pour-compte une fois que les grands de ce monde auront potentiellement réglé le conflit russo-ukrainien. L'Union européenne s'acharne d'ailleurs à faire passer de nouvelles restrictions commerciales avec la Russie, dont ne veulent pas la Hongrie et la Slovaquie, en tentant de faire adopter à la majorité qualifiée, et non pas à l'unanimité, l'interdiction d'importer du gaz russe. Une décision qui affecterait lourdement les États d'Europe centrale, toujours reliés au gaz russe via la Turquie, et avec une Hongrie qui promet de s'y opposer par tous les moyens possibles. Quant à Emmanuel Macron, il réclame de nouveau que les Européens soient invités à la table des négociations. Mais il semble bien improbable que le président de la République française reçoive un carton d'invitation, étant donné que le rôle des Européens sera d'arriver après la fin des festivités et de payer l'addition bien lourde et bien salée du conflit avec le coût des réparations et de la gestion de l'Ukraine après-guerre. Une perspective qui risque bien d'accabler les Européens pour des décennies entières. Il n'y a pas que les musées français qui sont à l'abandon, le réseau ferroviaire est aussi lourdement éprouvé. Élément d'explication. La question de la desserte des territoires est capitale pour éviter qu'un sentiment de relégation ne se développe davantage chez des millions de nos concitoyens. Le ministre des Transports vous proposera une loi cadre qui permettra notamment de flécher les recettes des futures concessions autoroutières vers le développement de nouvelles mobilités et de nouvelles infrastructures, notamment ferroviaires. Une annonce passée un peu inaperçue mais qui témoigne de l'urgence de la situation. Lors de son discours de politique générale au Sénat le 15 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu évoquait la présentation d'une loi cadre sur le financement des transports. Il faut dire que le réseau ferroviaire français traverse une crise sans précédent menaçant à la fois les objectifs de transition écologique que se sont fixés nos dirigeants et leurs patrons européens, mais surtout pour la cohésion territoriale. Sous les présidences Hollande et Macron, entre 2012 et 2020, 3600 km de voies ont été fermées, accentuant la dépendance à la voiture, coûteuse pour les ménages et pas franchement dans le credo écologique que nous ont vendu nos gouvernants depuis une décennie et demie. Le désengagement progressif de l'État, couplé à l'ouverture à la concurrence, fragilise le modèle économique de la SNCF, notamment la péréquation qui équilibre les lignes rentables et déficitaires. Le rôle des partenaires sociaux pourrait aussi être évoqué dans une structure sclérosée par les grèves et l'inertie induite par les baronnies syndicales. De leur côté, les collectivités territoriales, souvent chargées du financement, se retrouvent démunies face à la réduction du fonds vert qui passera de 2,5 milliards en 2024 à seulement 650 millions d'euros en 2026. Ce manque de moyens entrave la modernisation des infrastructures et la réouverture de lignes stratégiques essentielles pour l'accès à l'emploi, aux soins et à la vie sociale. Un rapport d'organisation de gauche, Oxfam France, Alliance écologique et sociale et Sudrail estime que sans un investissement supplémentaire de 3 milliards d'euros par an, 10 000 km de petites lignes essentielles pour les territoires ruraux pourraient disparaître d'ici 2038. Ces lignes, souvent âgées de plus de 30 ans, sont à bout de souffle. Si le caractère militant de ces structures n'est pas approuvé, leur inquiétude rejoint celle d'un rapport parlementaire présenté le 15 octobre par les députés LFI Béranger Cernon et Renaissance Olga Givernet. Ce document propose 44 recommandations pour un sursaut stratégique. Parmi celles-ci, prioriser les trains du quotidien sur les TGV, instaurer un ticket unique national, réduire la TVA sur le rail de 10 à 5,5% et investir dans l'accessibilité universelle, comme le maintien des guichets ou l'aménagement pour les personnes handicapées. Les rapporteurs insistent sur la nécessité d'une stratégie pilotée par l'État pour doubler le trafic voyageurs et de fret, avec les vertus écologiques que cela peut impliquer. S'agissant du recours au fret, c'est un peu le serpent de mer du monde ferroviaire. Comme la réindustrialisation d'Emmanuel Macron, tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Sans une mobilisation massive et rapide, la France risque d'accroître sa fracture territoriale et réduire la mobilité des acteurs économiques et des personnes. Une urgence qui se heurte à des contraintes budgétaires et
à l'instabilité institutionnelle. Les grandes institutions de l'État transformées en usines à recyclage des ratés de la politique française. Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes en est un cas d'école. Renaud de Bourleuf. Quand les copains enchaînent échec sur échec, on leur tend la main pour les recaser, surtout dans le monde des politiques de gauche. La nomination de Najat Vallaud-Belkacem comme conseiller maître à la Cour des comptes a suscité bien des discussions. Une nomination qui s'est faite sur proposition de François Bayrou, alors Premier ministre, selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 16 juillet. Najat Vallaud-Belkacem, ancien ministre de François Hollande, n'étant pas énarque, n'est pas haut fonctionnaire et n'a pas de compétences en matière financière qui puissent justifier cette nomination comme conseiller maître chargé du contrôle de la dépense publique. Dans les jours qui ont précédé sa nomination, des rumeurs ont circulé. François Bayrou aurait négocié avec les socialistes pour, en échange, ne pas avoir de censure de leur part. Rappelons que Boris Vallaud, chef du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, est le mari de Najat Vallaud-Belkacem. Si c'était la stratégie, ça n'a pas marché pour François Bayrou. Mais la principale intéressée démentait une telle manœuvre. Oui, la Cour des comptes, si je devais y atterrir, ce ne serait pas une nomination politique. J'ai passé un concours pour cela, dont j'attends le résultat. Quel concours ? Des juges de la rue Cambon auraient discrètement fait part de leur surprise quant à de tels propos, étant donné que le recrutement pour entrer dans la célèbre institution se fait à la sortie de l'ENA, aujourd'hui de l'INSP. En réalité, ce dont parle Najat Vallaud-Belkacem n'est pas un concours, il s'agit d'une procédure mise en place en 2023. En 2025, 5 postes ont été ouverts au recrutement de profils au parcours professionnel diversifié qui intègrent directement le corps des magistrats de la Cour des comptes au grade de conseiller ou de conseiller maître. Il y a 3 critères, 20 ans d'activité professionnelle, être âgé de 45 ans accompli et avoir des compétences dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques. S'agissant du 3e critère, le profil de Najat Vallaud-Belkacem laisse perplexe. Est-ce que siéger dans des conseils municipaux, départementaux et régionaux suffit pour prétendre à une expertise des finances publiques ? Le 3e critère est flou et ne ferme pas la porte à des soupçons de recasage politique. A fortiori quand le président de la Cour des comptes n'est autre que Pierre Moscovici, un ancien ministre de François Hollande, qui a donc été le collègue de Najat Vallaud-Belkacem pendant 2 ans. Elle y est arrivée par une procédure de recrutement professionnelle, parfaitement objective, parfaitement collective, et sans que je sois intervenu en quoi que ce soit. Alors, arrêtons avec la République des copains. Problème, la voie à laquelle fait référence Pierre Moscovici n'est pas celle qui a permis à Najat Vallaud-Belkacem de poser ses bagages rue Cambon. Il s'agit d'une nomination tour extérieure, l'intervention du Premier ministre permettant une dérogation. Évidemment, Najat Vallaud-Belkacem a besoin d'amis politiques bien placés. Mise sur un piédestal pendant la présidence Hollande et encensée par de nombreux médias, elle n'est pas une adepte des résultats électoraux. L'ancienne ministre n'a jamais réussi à être élue députée. En 2007, alors peu connue du public, elle est battue au second tour dans la 4e circonscription du Rhône par le candidat UMP. En 2012, devenue ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement Ayrault, elle envisage de s'y représenter, mais recule par crainte d'un nouvel échec. En effet, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait annoncé que tout ministre battu aux élections législatives devrait démissionner. Najat Vallaud-Belkacem aura plus de courage pour inculquer l'idéologie LGBT dans les écoles lors de son passage à l'éducation nationale. Mais en 2017, elle ne renonce pas pour autant au Palais Bourbon. Elle se présente, toujours dans le Rhône, mais cette fois dans une circonscription sociologiquement plus favorable à la gauche. Nouvel échec. Najat Vallaud-Belkacem n'osera plus retenter l'aventure des législatives, mais elle est élue présidente du groupe socialiste au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2021. Et comme ce monde politique est très petit, Najat Vallaud-Belkacem va retrouver à la Cour des comptes son prédécesseur rue de Grenelle, Vincent Payon, autre déchu du hollandisme. Elle y côtoiera aussi Philippe Gustin, un ancien directeur de cabinet de Sébastien Lecornu lors du passage de ce dernier au ministère des Outre-mer. Philippe Gustin vient lui aussi d'être nommé conseiller maître à la Cour des comptes, alors qu'il avait été épinglé par cette même institution en 2021. En tant que directeur de cabinet, il aurait engagé des dépenses sans limite de montant ni de nature, conduisant, selon la Cour des comptes, à la confusion des responsabilités et à la dilution des contrôles sur l'opportunité et la régularité des dépenses. En politique, il ne suffit pas d'être compétent pour prospérer. Le cas le plus emblématique est peut-être celui de Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, déchu lors des élections législatives de 2022 et n'osant pas se représenter en 2024, aujourd'hui à la tête du Conseil constitutionnel. L'individu qui a papillonné pendant ses études de droit, quittant la faculté sans avoir même une licence, est aujourd'hui à la tête de l'ordre juridictionnel français. Et ce, malgré les nombreuses affaires qui traînent derrière lui, notamment celle des mutuelles de Bretagne, une affaire de conflit d'intérêts classée sans suite pour prescription, le fond du dossier n'a jamais été traité. Mais Richard Ferrand a une compétence, celle d'être notoirement un ami de longue date d'Emmanuel Macron. L'actualité en bref en France.
De l'Élysée à la prison, ce mardi, Nicolas Sarkozy est arrivé à la prison de la Santé, une première pour un ancien président de la République. Il commence sa peine de 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Concrètement, il est reconnu coupable d'avoir, en toute connaissance de cause, laissé ses collaborateurs Claude Guéant et Brice Hortefeux rencontrer à Tripoli un dignitaire de la Libye dirigé par Mouammar Kadhafi pour discuter d'un financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy a fait appel, mais son jugement est assorti d'une exécution provisoire. Après son arrivée et son incarcération, ses avocats ont pris la parole. Au moment où nous parlons, la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. Rien ne justifie la première heure de détention. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois, puisque la Cour d'appel a 2 mois pour statuer sur une demande de mise en liberté, et le délai moyen à la Cour d'appel de Paris, c'est 1 mois. Nicolas Sarkozy devrait donc sortir. Rappelons qu'il a déjà été condamné en décembre 2024 à 1 an de prison ferme sous bracelet dans une autre affaire, celle des écoutes. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine en raison de son âge. À l'heure actuelle, en raison de sa notoriété, il est placé à l'isolement dans un quartier vulnérable, c'est-à-dire réservé aux personnalités dont la sécurité pourrait être menacée par le contact avec les autres détenus. Il est donc seul dans sa cellule de 9 mètres carrés. Ce mardi matin, avant son départ, de nombreux sympathisants sont venus lui témoigner son soutien près de son domicile du 16e arrondissement. Mais Nicolas Sarkozy a d'autres soutiens, tels qu'Emmanuel Macron qui a reçu l'ancien président à l'Élysée quelques jours plus tôt. L'affaire des bijoux du Louvre continue. Lundi, ce sont les touristes qui ont subi des désagréments ayant appris la réouverture du musée au public le lendemain matin du vol, mais la direction a changé d'avis à la dernière minute et les visiteurs ont trouvé les portes closes à 10h du matin. Pendant ce temps, l'enquête n'a pas donné de suite malgré les propos d'Emmanuel Macron. Je cite « Nous retrouverons les bijoux ». Le président de la maison Drouot ne partage pas cette analyse. Les pièces sont totalement invendables en l'état, mais malheureusement pour notre patrimoine, elles sont constituées de matières précieuses qui, elles, ont une valeur sans cesse plus importante. L'or a pris 100% en 10 ans. On peut craindre qu'elles soient entièrement desserties, démontées, fondues. Ça, c'est le risque catastrophe, puisque au-delà de la valeur intrinsèque des métaux précieux, des matières précieuses, on a une valeur historique considérable qui multiplie par peut-être 100 la valeur, 10, 20, on ne sait pas, on n'a pas vraiment d'idée. Mercredi, Laurence Descartes, présidente du musée du Louvre depuis 2021, sera auditionnée au Sénat par les sénateurs de la Commission de la Culture, de la Communication et des Sports. Le même jour, une commission d'enquête sur la sécurisation des musées et la protection du patrimoine sera proposée à l'Assemblée nationale. En effet, la rapidité étonnante avec laquelle ce casse a été réalisé, environ 7 minutes, lance l'alarme sur la sécurité des autres musées, mais aussi des églises et cathédrales et des châteaux publics ou privés. C'est sûr, et nous-mêmes, tous les professionnels du marché de l'art qui avons l'habitude de gérer des objets plus ou moins précieux, évidemment la question va se poser, notamment au niveau des assurances, qui vont devenir, je pense, de plus en plus regardantes sur leurs exigences. Pour le Louvre, la question ne se pose pas parce que c'est l'État qui assure les collections. Mais oui, c'est évident qu'on va tous se poser des questions et qu'aujourd'hui, la sécurité des transactions est un peu en jeu. Et en effet, la série continue. Lundi matin, à Langres, en Haute-Marne, un vol a été constaté au musée de la Maison des Lumières Denis Diderot. Un ensemble de pièces d'argent et d'or, découvert lors des travaux de rénovation de l'hôtel du Breuil, qui abrite aujourd'hui le musée, a disparu. La porte coulissante d'entrée a été forcée et une vitrine contenant les pièces d'or et d'argent a été brisée. Une première depuis 17 ans en France. Une tornade s'est déchaînée à Hermont, dans le Val d'Oise, lundi, tuant une personne et blessant grièvement 4 autres. Un phénomène météorologique exceptionnel, le premier aussi meurtrier depuis la tornade d'Outremont en 2008. L'Île-de-France n'est pourtant pas considérée comme une région à risque habituelle, contrairement aux Hauts-de-France ou à la Normandie. Cette tornade s'inscrit dans un contexte de perturbation lié à un système dépressionnaire atlantique renforcé par un courant G. L'observatoire Chironos indique que la cellule orageuse, particulièrement active, s'est intensifiée vers 16h30 près de Dreux, avant de frapper le Val d'Oise vers 17h45. Résultat, chute de grues, toitures arrachées et arbres déracinés, marquant un épisode d'une violence inédite. Amazon Librairie, la guerre se poursuit. Avec une réduction de 5% sur les livres neufs livrés dans ses 3000 points de retrait, dont des casiers automatiques, Amazon chauffe à blanc les librairies. Le syndicat de la librairie française, le SDLC, et la FNAC dénoncent un contournement de la loi sur le prix unique du livre de 1981, saisissant le médiateur du livre pour une possible action en justice. Cette offensive s'ajoute à la controverse sur la loi Darcos de 2023, qui impose des frais de port pour limiter la concurrence déloyale des géants en ligne. Les librairies critiquent l'utilisation des casiers non assimilables à des librairies.
Amazon se défend, arguant respecter la loi, mais le conflit pourrait aboutir à une révision législative avec un dénouement attendu en 2026 ou 2027. Pour vos livres, rendez-vous dans les librairies amies ou sur notre page Boutique TVL. L'actualité internationale en bref. Cessez-le-feu menacé en Palestine. Entré en vigueur depuis le 10 octobre, l'arrêt des combats n'est pas respecté. Dimanche, des frappes israéliennes ont tué 45 Palestiniens à Gaza en réponse à des prétendues violations de la trêve par le Hamas qui dément toute attaque. Les deux parties s'accusent mutuellement de rompre l'accord. Par ailleurs, le Hamas a restitué 13 corps d'otages, mais 15 dépouilles restent à Gaza, retardant l'accord qui prévoyait leur remise avant le 13 octobre. La suspension temporaire de l'aide humanitaire par Israël, dénoncée par l'ONU et l'émir du Qatar, aggrave la crise. Malgré des efforts pour maintenir la trêve, les tensions et les violences persistantes compromettent une paix durable. Du côté de la Palestine, on craint que la fin de la remise des dépouilles ne marque le début d'une nouvelle offensive israélienne. Avant-goût d'un chaos numérique, lundi, une partie de l'Internet mondial a connu une panne. Amazon Web Services, dit AWS, le service cloud d'Amazon, a été perturbé, affectant des plateformes comme Airbnb, Reddit, Snapchat, Fortnite, ainsi que des services bancaires au Royaume-Uni. Le problème lié au DNS, c'est-à-dire un système essentiel d'Internet qui traduit les noms de domaines lisibles par les humains comme google.com, et la région US East 1 en Virginie a causé des ralentissements dès 9h11 à Paris. AWS a annoncé un retour à la normale à la mi-journée, bien que des lenteurs persistaient. Cette défaillance souligne la dépendance des entreprises aux géants du cloud comme Amazon, Microsoft et Google. Selon les experts, elle pose des questions sur les risques de l'externalisation des infrastructures critiques, rappelant la panne mondiale de CrowdStrike en juillet 2024 qui avait paralysé des millions d'appareils. Droite et gauche se rendent coup pour coup aux États-Unis. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, propose de redessiner les circonscriptions électorales imitant la stratégie républicaine au Texas, soutenue par Donald Trump. Ce projet, soumis au vote le 4 novembre 2025, vise à sécuriser 5 sièges démocrates à la Chambre des représentants pour contrer l'avantage républicain. Malgré une réforme de 2010, confiant le découpage à une commission indépendante, Newsom justifie cette mesure comme une riposte nécessaire. Un sondage indique 51% de soutien parmi les Californiens, mais l'ex-gouverneur Arnold Schwarzenegger s'oppose fermement, dénonçant un retour en arrière. Ce bras de fer illustre les tensions autour des pratiques électorales partisanes alors que les circonscriptions sont redessinées tous les 10 ans pour refléter l'évolution démographique aux États-Unis. Ce soir, Choc du Monde et on se retrouve demain pour une nouvelle édition.